Bonjour messieurs, aujourd'hui nous sommes Bonjour. dans le chantier Quelle spiritualité pour aujourd'hui et donc un thème, je dirais, contemporain. Excusez-moi, je suis un peu malade, plus qu'à l'accoutumée je dirais. Puisqu'il va être question des objets industriels, des objets industriels, pardon, et notamment sans doute de ces petites machines, de ces petites boîtes, et de l'animisme. Animisme et objets industriels, c'est une présentation que nous fait Christian, qui malheureusement ne s'affiche pas sur la présentation, puisque il y a un petit problème technique de débit. Christian, je te cède la parole. Merci Luc. Donc animisme et objets industriels, c'est le titre qui avait été choisi. Mais je l'ai élargi en animisme et société industrielle. Voilà. Donc c'est une vision beaucoup plus large de l'animisme au sein de la société qui fabrique des milliers et des milliers d'objets comme vous le savez si bien. Alors, on a vu la définition de l'animisme. On ne va pas revenir dessus, je pense qu'elle est consensuelle et adoptée par tout le monde. Je la rappelle pour mémoire, l'animisme, alors qui vient d'ailleurs du latin animus, originairement esprit, puis c'est devenu âme. Donc, dans animisme, il y a âme. Hein, voilà. Donc, l'animisme, c'est la croyance qu'il y a un esprit, une force vitale, une âme qui habitent les êtres vivants, indépendamment de leur corps physique. Il y a le corps physique, mais il y a l'âme qui existe, l'esprit. Et donc les êtres vivants, mais également les objets, et puis les éléments naturels, les reliefs naturels, les fleuves, les arbres, etc. Et que tous ces esprits, ces âmes, ces forces, alors ces forces vitales, bon, c'est des forces en tout cas, tous ces esprits, ces âmes, ces forces, selon cette croyance, eh bien, elles peuvent exercer des influences positives ou négatives. Les influences positives, on a des génies favorisateurs ou des génies protecteurs. Et puis, il peut aussi, pourquoi pas, exercer des influences négatives. Et on a donc affaire là, en l'espèce, à des génies malfaisants. Alors, comment est-ce que tout ça, ça a démarré? Alors, on voit comment ça a démarré pour voir où ça en est aujourd'hui dans notre société industrielle croissanciste capitaliste. Ben, ça a démarré, alors, bon, on va dire au paléolithique. Alors imaginons un orage qui éclate, les hommes sont terrés au fond de leur hutte, ils sont apeurés, ils se demandent comment est né ce feu dans le ciel, qui c'est qui leur envoie ce déluge, comment est-ce qu'on va l'arrêter? Et donc ils commencent à imaginer des puissances obscures capables de déchaîner ces éléments. Alors c'est vrai pour l'orage, c'est vrai pour le tonnerre, c'est vrai pour le tremblement de terre, etc. Et donc il imagine des esprits, et des esprits dont il va falloir apaiser la colère via des rituels. Et donc, on commence à penser à mettre en place des rituels. Alors ces rituels, ils ont essentiellement trois buts. Hein. C'est éloigner le malheur, alors éloigner le malheur qu'on voit, provoquer la chance, donc favorisateur, ou bien prédire l'avenir. Hein. C'est les oracles, les prémonitions. Alors par exemple, les druides, ils protégeaient les Gaulois du mauvais œil avec des trèfles, des trèfles à quatre feuilles, des pattes de lapin, etc., etc. Les devins étrusques au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils éventrent des bêtes pour prédire l'avenir dans les entrailles. Hein. Donc, troisième but, la prédiction. Et puis aujourd'hui, une statistique là, que tout le monde peut consulter indique que 10% des Français consultent un voyant ou lisent leur horoscope avant de prendre une décision importante. Alors, pendant l'Empire romain, on commence à voir apparaître un mot, parce qu'il n'y a pas de mot là-dessus, comme nous l'avions dit lors de l'émission sur l'animisme, et je pense que c'est Didier qui avait dit ça, que l'animisme, les hommes
qui pratiquaient l'animisme ou qui le pratiquent encore maintenant ne se déterminent pas comme étant animistes. C'est, disons, les anthropologues, c'est une construction anthropologique qui a plaqué ce terme d'animisme sur cette description que je viens de faire. Et donc, il n'y a pas de mot pour dire ça. Vers un petit peu avant Jésus-Christ, il y a un mot qui commence à apparaître dans l'Empire romain, c'est la superstition. Parce que Rome voit avec horreur commencer à prospérer un culte monothéiste appelé christianisme, un culte que l'empereur et les intellectuels méprisent en disant c'est une superstition, qu'ils vont mettre d'ailleurs au même rang que tous les autres cultes qu'ils ont étouffés, dont le culte gaulois dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce terme de superstition, évidemment, il est plaqué, il est accompagné d'un sens péjoratif, parce qu'il désigne un culte qui est obscur, qui est suspect, et donc forcément subversif. Subversif parce qu'il remet en cause le dogme dominant soutenu par le pouvoir en place. Il désigne en réalité, ce terme de superstition, toute religion ennemie, toute religion de l'ennemi. On avance un peu dans l'histoire, vers la fin du IVe siècle, ce sera au tour du christianisme triomphant, cette fois, d'adopter la même attitude face aux rituels qu'il appelle païens, qui l'affuble du mot péjoratif superstition, c'est la religion de l'autre. Hein, voilà. Alors le chat, vénéré dans l'ancienne Égypte, la chouette, symbole d'Athéna pour les Grecs, tout ça, ça passe pour des créatures infernales aux yeux des pères de l'Église. Et donc la chasse au gris-gris est ouverte. Les campagnes sont particulièrement surveillées, parce que c'est là, bien sûr, que survivent ces croyances incriminées, ces superstitions. Et au concile de Tours en 813, puis à celui de Paris en 829, on ordonne aux religieux d'enseigner aux fidèles que les sortilèges et que les herbes ne permettent pas de guérir. Un peu plus tard, au XIVe siècle, la superstition devient vraiment définitivement une qualification péjorative, et on a trouvé une définition qui s'intitule ainsi: c'est une croyance irraisonnée. Alors bon, croyance irraisonnée, je vous laisse méditer sur cette espèce d'oxymore. Une croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance et qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes. Et le terme de superstition devient synonyme de religion des idolâtres et de culte des faux dieux, contrairement au culte des vrais dieux. Voilà. Et bien cette superstition, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'animisme. C'est-à-dire toute croyance en l'existence de ces fameux esprits mystiques qui émanent de défunts ou de divinités animales ou d'objets ou de phénomènes ou d'éléments naturels et qui surtout peuvent agir sur le monde tangible de manière bénéfique ou non, on l'a vu, et envers lesquels il convient donc de vouer un culte. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui quand on parle d'animisme? Est-ce qu'on parle d'un système de croyances anciennes, dépassé par les croyances du monde moderne? Ou bien est-ce qu'on parle d'un système encore bien vivace, voire en plein développement, voire avec un bel avenir? Alors, avant de dresser les lieux de l'animisme, on pourrait dire, de l'animisme aujourd'hui, je pense qu'il convient de considérer et de valider deux hypothèses. Première hypothèse, l'animisme est la première manifestation de la spiritualité humaine, en ce sens qu'il est le premier inventeur de l'âme. Deuxième hypothèse, l'animisme, pris en tant que concept spirituel, englobe tous les polythéismes, dieux grecs qui aiment les objets, les animaux, la nature, les phénomènes naturels, Poséidon, l'ébranleur du sol, Zeus, le déclencheur de la foudre, Hadès, l'hôte, l'aubergiste des morts, Déméter, la favorisatrice des récoltes,
Athéna, la régulatrice des guerres, qui détourne les javelots dans le bon sens, comme le décrit ici admirablement Homère. Tout ça, c'est de l'animisme. Et alors, en chiffres aujourd'hui, en chiffres alors, théoriques, l'animisme, c'est 450 millions hein, d'adeptes, les chiffres qu'on voit traîner un petit peu partout. La religion traditionnelle chinoise qu'on range dans l'animisme, 950 millions. Le Shinto, on en a vu, c'est de l'animisme, 100 millions. Voilà, donc un petit milliard et demi. Rien que sur de l'animisme répertorié comme tel. Alors, ceci étant dit, on entend parler aujourd'hui, on lit ici et là, qu'il y a un renouveau de l'animisme. Un certain nombre de journalistes, de commentateurs, de penseurs, nous parlent de renouveau de l'animisme essentiellement via la mode écologique. Donc la mode, la vague, le mouvement écologique, il est, disons, il chevauche une spiritualité animiste. Voyons voir pourquoi. Alors, on a vu que le code moral de l'animisme impose de maintenir le statu quo environnemental et de se conformer aux souhaits de l'esprit de la Terre. On commence à voir apparaître l'hypothèse Gaïa. Et donc, on pourrait dire que de ce fait, la vision de l'animisme sur l'identité de la personne, eh ben, elle s'oppose radicalement aux perspectives industrielles, du matérialisme croissanciste, parce qu'elle accorde l'intelligence, la rationalité, la conscience, la volonté, l'intentionnalité, le langage, le désir, elle accorde tout ça aux non-humains. Et de la même façon, elle remet en question la conception de l'anthropocentrisme humain, qui n'est pas absent des religions monothéistes, on va voir, qui prévaut aujourd'hui dans le monde industriel et dans les religions monothéistes dominantes. Alors, ça se décline évidemment sur les animaux. Hein. L'animisme implique la croyance que tous les êtres vivants ont une âme, donc une des préoccupations majeures de la pensée animiste. Ça concerne la manière dont les animaux peuvent être mangés ou utilisés d'une autre manière. Est-ce qu'on pourrait ne pas les manger et les utiliser d'une autre manière pour les besoins de subsistance des humains? On a aujourd'hui un exemple médiatiquement incontestable, c'est le mouvement vegan. Déclinaison sur la nature. Alors, déclinaison sur la nature, eh ben, certaines communautés étrangères, certains pays qui cultivent une vision traditionnelle de la nature, ont entrepris de légiférer sur la nature. En Amérique latine, en Inde, dans le Pacifique. Certains tribunaux étrangers ont même accordé la personnalité juridique à des éléments naturels, fleuves, espèces animales, montagnes ou même forêts. En 2008, la Constitution de l'Équateur acte l'existence de la fameuse Pachamama et la réalité de ses droits, l'esprit de la terre, Gaïa. Et en 2010, en Bolivie, la Constitution inscrit des droits spécifiques pour la terre-mère nourricière. Et troisième déclinaison, on y arrive, eh ben, les objets. Hein. On a vu que l'animisme prêtait une âme aux animaux, prêtait une âme au relief naturel et prêtait une âme aux objets. Les objets industriels. Parce que cette tendance qui vise à donner des droits à des non-humains, donc à leur conférer une personnalité physique qu'ils ont déjà, mais à leur conférer une personnalité morale, donc une âme, donc c'est de l'animisme. C'est une tendance visible, une tendance répertoriée. On a vu pour les animaux, on l'a vu pour les reliefs, mais c'est au final encore bien peu de choses par rapport à une tendance beaucoup plus globale, beaucoup plus lourde, une véritable lame de fond qui concerne la matérialité de la société industrielle. En effet. Alors, on va revenir aux sources de l'animisme. L'animisme, ça vient de quoi? Ça vient de l'incompréhension, inquiétude, face à des phénomènes néfastes, pluie, vent, tonnerre, provoquant ou susceptibles de provoquer des nuisances, des dégâts,
récolte, habitation, et qui va donc conférer une âme à des éléments tangibles susceptibles, eux, de protéger l'homme de ses nuisances. Alors, quelle différence il y a avec aujourd'hui? La seule différence que j'y vois, moi, c'est la temporalité de cette inquiétude. Parce que la technologie moderne, elle est censée avoir réduit, voire annulé l'inquiétude en temps réel, à court terme, toutes ces choses, les paratonnerres, tout ça, hein, parce qu'elle sait résoudre tous les problèmes quotidiens par la technique. Mais il reste l'inquiétude face à l'avenir, à moyen terme et à long terme. Qu'allons-nous devenir? Quelle est l'issue de notre société industrielle? Et cette inquiétude, c'est une inquiétude nouvelle qui était totalement inconnue pour l'homme paléolithique. Il ne se posait pas cette question. Il se posait la question de l'inquiétude en temps réel. C'est-à-dire, la foudre qui tombe, est-ce qu'elle va détruire ma maison? Et je dirais l'homme paléolithique, mais même l'homo sapiens, jusqu'en, disons, 1815, date conventionnelle du début de la révolution industrielle, jusqu'en 1815, l'homme ne se posait pas la question de son avenir. Il se posait la question de son avenir à très court terme, mais pas à moyen terme ni à long terme. Et la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que pour la première fois de son histoire, l'homo sapiens, qui est devenu homo industrialis, se demande quel sera son avenir à long terme. Et que ça, cette immense interrogation, elle est en train d'impacter en profondeur sa spiritualité, dont notamment ses croyances, hein, la croyance étant, nous l'avons vu, je pense que nous sommes d'accord, étant une partie de la spiritualité. Eh bien, pour répondre à cette interrogation fondamentale, qu'allons-nous devenir à moyen terme et à long terme? Eh bien, les religions monothéistes sont impuissantes. Et leur déclin, le déclin des religions monothéistes, ou leur transformation, est inéluctable. Transformation pour l'islam, qui a tendance à se transformer en un mouvement politique d'affrontement nord-sud. Transformation pour le protestantisme, qui s'est déjà transformé depuis déjà un certain temps en une espèce de subdeco au service du capitalisme. Et reste la foi catholique, dont le déclin est constaté par ses agents les plus éminents en son sein. J'ai assisté récemment à une conférence du recteur de l'Université catholique de Lyon, qui faisait état du déclin de la foi de façon extrêmement claire. Et qui, cette foi catholique, elle est de plus en plus réduite à une habitude et un conformisme de pratiques socio-familiales, des gens qui pratiquent ça par habitude et qui, petit à petit, se vident de tout son contenu spirituel. Alors, vers qui les 8 milliards d'homo industrialis vont-ils s'adresser pour obtenir des réponses rassurantes face aux incertitudes du devenir de la civilisation industrielle en général et de leurs propres conditions particulières? Eh bien, ils vont se tourner vers la matérialité industrielle, à qui ils sont petit à petit en train tout simplement de conférer une âme. Et dans cette configuration-là, il ne s'agit plus d'invoquer le génie de la pluie ou le génie de la fécondité pour favoriser la récolte, mais d'invoquer le Dieu premier de la technologie, avec ses innombrables génies secondaires, tous ces objets, pour nous sauver de l'effondrement. Même cause, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme au Paléolithique, après avoir identifié les besoins, reste à mettre en place les rituels. Et, bon, les rituels, c'est bien entendu, les cultes, différents cultes, les cultes de l'idole smartphone, de la déesse bagnole, du lutin domotique, de la fée électricité, de l'atome providence, avec en contrepoint le sacrifice du grand bouc émissaire, victime expiatoire unique et monstrueuse, j'ai nommé le démon carbone. Alors, tout ça, moi il me semble que c'est bien la description d'un nouvel animisme, ou d'un
d'un nouvel animisme, mais plutôt d'un retour aux fondamentaux de l'animisme en tant que première spiritualité de l'homme, mais qui aujourd'hui se révèle comme la seule spiritualité possible, capable d'engendrer des croyances adaptées aux défis du monde industriel en déclin inéluctable. Des croyances qui confèrent un esprit, qui confèrent une âme aux multiples objets et outils, alors objets matériels ou virtuels, ou prestations, créés par la société industrielle, et tout particulièrement à ceux qui sont présentés comme devant assurer l'avenir durable, le développement durable du mode de vie des Homo industrialis. C'est donc ce développement durable qui va pouvoir être conforté par ce culte animiste dévolu aux différents objets industriels, matériels ou immatériels. Et donc, ce tableau, à mon avis, c'est un tableau qui montre que l'animisme a de beaux jours devant lui et qu'il est en voie de supplanter tous les autres systèmes de croyances grâce notamment à son polymorphisme qui va lui permettre de s'adapter à n'importe quelle configuration nouvelle dont on n'a pas aujourd'hui, dont on n'est pas aujourd'hui capable de dresser les contours précis, au contraire de tous les autres systèmes qui sont figés et qui seront inévitablement pris de court, le temps de s'adapter, alors que l'animisme, lui, s'adaptera tout de suite. L'invocation des esprits de ces multiples artefacts technologiques. Eh bien, l'invocation des esprits des multiples artefacts technologiques, ça sera probablement la seule voie de recours des hommes en prise à la décroissance inéluctable de leur mode de faire valoir économique, avant, bien sûr, le temps qu'ils ne se rendent compte, au bout d'un certain temps, que même ces génies technologiques sont impuissants, seront impuissants, et que cette impuissance témoignera en réalité de l'erreur fondamentale de la croyance en un génie humain trouvant toujours la solution au problème qui lui est posé, et au génie humain emmenant l'homme vers une conquête de l'univers. Et alors, plus dure sera la chute, lorsque la croyance en ces génies artificiels se sera évaporée, et que seule subsistera et ressurgira la croyance ancestrale en les simples mais durables génies de la mère nature. Je vous remercie.